Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orient et ce soir nous poursuivons donc notre série d'émissions consacrée, vous le savez, au cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie avec les accords d'Évian le 19 mars 62. Ce soir, coup de projecteur sur les années boumediennes du 19 mars 62. On passe sans transition cette fois au 19 juin 65, l'année où Ouali Boumedienne organise un putsch renversant ainsi un de ses compagnons de lutte, Ahmed Ben Bella. Alors un coup d'État appelé dans le jargon des politiques algériens le sursaut révolutionnaire. L'Algérie, il faut le dire, reste aujourd'hui encore marquée par les années boumediennes qui a régné et dirigé le pays d'une main de fer. Alors que reste-t-il des années boumediennes aujourd'hui en Algérie ? Pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'épouse de Ouali Boumedienne, Anissa Boumedienne, donc la veuve du défunt président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bienvenue dans les studios de Radio Orient. Merci à vous. Alors, à ses côtés, Raoul Weksten, secrétaire général de l'association France-Algérie, qui a près de 50 ans, cette association. Il a connu la période boumedienne en étant à l'époque opérant technique donc en Algérie de 63 jusqu'à 72. C'est bien ça. Merci d'être venu. Merci de m'accueillir. Et nous allons tout à l'heure être en contact par téléphone avec aussi un nom connu, un ancien correspondant du quotidien Le Monde, mais un homme qui a connu de très près Ouali Boumedienne. Il a même écrit Stratégie de Boumedienne. Et dans ses mémoires, qui sont en cours, vous allez avoir une exclusivité, amis auditeurs, sur notre antenne, il y consacre tout un chapitre donc à ses rencontres avec Boumedienne. Il s'agit de Paul Balta. Amis auditeurs, vous connaissiez bien entendu le principe de l'émission. Invitez-vous dans le débat, un seul numéro pour le faire, au 08 92 23 34 00. Alors, bonsoir. Et l'actualité, avant bien sûr de passer aux années boumediennes, c'est d'abord cette horrible fusillade à Toulouse-Ciblan, un collège juif, et faisant 4 morts, dont 3 enfants. Un plan Vigipirate a été déclenché à son niveau, bien sûr, le plus élevé, écarlate. Et aujourd'hui, une minute de silence a été effectivement observée dans toutes les écoles de la République. J'aimerais connaître vos réactions, Madame Anissa Boumedienne et Raoul Weksten, par rapport justement à cette fusillade. Je trouve que c'est tout simplement scandaleux. Et que c'est ahurissant d'ailleurs de voir ça aussi en France, que ça a pu être possible. Moi, je suis ennemie de tous ceux qui s'attaquent à des personnes de religions différentes. Voilà, il faut avoir de la tolérance, il faut avoir déjà le fait que même ce soit contre des écoles juives, je trouve ça absolument scandaleux. Alors, en plus avec des enfants et tout, bon, c'est innommable, c'est tout. Alors, innommable, dit Anissa Boumedienne, Raoul Weksten. Moi, je dis que c'est un acte abject qui nous touche tous parce que ça peut nous amener à perdre vraiment la foi dans l'homme, tout simplement, nous tous. C'est une vraie régression, elle touche d'ailleurs toutes nos sociétés, ce qui est très grave, et j'ai le sentiment terrible que nos sociétés sont très inhumaines, toutes, partout, et qu'elles sécrètent des hommes ou des femmes qui sont de plus en plus inhumaines et qui font des actes absolument épouvantables. Voilà.
Raoul Wegsten, juste une dernière question avant de passer donc à notre sujet de débat de ce soir. Vous avez été conseiller auprès de Pierre Joxe, à l'époque ministre de l'Intérieur, entre 88 et 93, et vous avez été justement chargé des cultes. C'est bien ça, corrigez-moi si c'est faux. Alors j'aimerais connaître votre point de vue sur cette montée de xénophobie. Alors si la thèse de l'antisémitisme s'avérait vraie, j'ai envie de dire, est-ce que on n'assiste pas aujourd'hui à une montée de xénophobie, d'islamophobie et d'antisémitisme, souvent alimentée par les acteurs politiques? Oui, d'abord sur le fait que j'ai été conseiller de Pierre Joxe de 88 jusqu'à 91, fin 91, puisqu'ensuite il a été ministre de la Défense, mais j'ai continué à servir deux autres ministres, Philippe Marchand et Paul Quilès. J'étais à leur cabinet pour suivre les questions de culte et donc des questions qui portaient sur la tolérance et aussi sur des questions peut-être un peu nouvelles sur lesquelles il fallait évidemment préserver la laïcité qui est le fondement de la République française, mais aborder tout cela avec beaucoup d'intelligence, on va dire, beaucoup d'ouverture d'esprit. Ouais. Alors, si vous voulez que l'antisémitisme, l'islamophobie, oui, elles se sont certainement développées et renforcées, entretenues par des campagnes médiatiques qui sont extrêmement dommageables. Un certain esprit qui doit accepter la présence dans notre pays de multiples comportements, de multiples foi, de multiples croyances raisonnablement pratiquées dans un esprit de tolérance et de laïcité. On y arrive parfois, et quelquefois tout le monde s'exaspère, et c'est tout à fait dommage. On a travaillé beaucoup pour calmer toutes ces excitations. Oui. Alors, sans transition, passons donc cette fois aux années boumediennes. Je vous signale que nous avons tout de suite avec nous Monsieur Paul Balta. Bonsoir, je vous le présentais tout à l'heure. Paul Balta a été effectivement un éminent correspondant du quotidien Le Monde. Alissa Boumedienne, vous vous souvenez bien sûr de cette période et comment? Peut-être un mot sur Paul Balta avant de lui donner la parole. Eh bien, je trouve que c'était un journaliste. D'ailleurs, j'ai toujours des liens d'amitié avec lui et avec son épouse, Madame Claudine Rulot. Et ce sont véritablement, à mon sens, des amis de l'Algérie. Alors Paul Balta est en train de préparer effectivement ses mémoires et il y consacre tout un chapitre à ses rencontres avec Ouari Boumedienne. Paul Balta, bonsoir. Bonsoir. Vous nous recevez 5 sur 5, bien entendu. Oui. Dites-nous, vous êtes peut-être le mieux placé pour nous dire qui était Ouari Boumedienne. Ah, écoutez, j'ai eu le privilège d'avoir entre 1973 et 1978, donc en 5 ans, 50 heures d'entretien tête-à-tête avec lui. Et si je peux dire, au fil du temps, il m'était apparu discret mais efficace, timide mais fier, réservé mais volontaire, autoritaire mais humain, généreux mais exigeant et prudent dans l'audace. Il travaillait avec acharnement et souvent, avant son mariage, la lumière au palais présidentiel restait allumée toute une partie de la nuit parce qu'il travaillait. Alors vous avez dit, Paul Balta, je retiens autoritaire et humain. Est-ce qu'aujourd'hui la question reste posée? Est-ce que Ouari Boumedienne a été dictateur ou démocrate? Ah, écoutez, beaucoup l'accusent d'avoir été dictateur. Je dirais qu'il était autoritaire, mais en fait, ce qu'il voulait, c'était le bien de l'Algérie et si vous voulez, favoriser la fierté des Algériens. Et une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'était son intégrité et sa sobriété. Il était, et à sa mort, si vous voulez, ses détracteurs ont été stupéfaits de découvrir que sur son compte postal, il n'y avait que 6 000 dinars. Oui, tout le monde retient ça, effectivement. Alors que... On peut dire qu'il est mort pauvre, quoi, là. Oui, c'est-à-dire qu'il, contrairement à d'autres chefs d'État arabes,
il ne se faisait pas construire des châteaux, il n'en achetait pas en France ou dans d'autres pays. Et d'autre part, il m'avait invité plusieurs fois en tête-à-tête à déjeuner avec lui. Et là aussi, à la présidence. Alors, à la présidence, il y avait une belle cuisine, mais en fait, il se faisait livrer de la caserne la plus proche un repas d'officier. C'est tout. Paul Balta, restez avec nous. Peut-être une première réaction par rapport justement à Ouari Boumedienne. Paul Balta disait effectivement autoritaire et humain, et sur ce mot autoritaire, nombreux aujourd'hui, Boumedienne était considéré comme un dictateur parce qu'il avait gouverné et dirigé le pays avec une main de fer. Anissa Boumedienne. Moi, je voudrais dire avant tout que monsieur Paul Balta a donné un très juste portrait de mon époux. Je vois très très ému et je partage votre émotion. Il y aura une forte émotion dans cette émission. Raoul Wexten, par rapport justement... Et je voudrais terminer et ajouter une autre anecdote. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans une famille aisée et mon père était un fin gourmet. Et je vous assure que j'ai fait un mariage d'amour quand je me suis mariée avec Boumedienne, parce que comme le soulignait monsieur Paul Balta, vraiment pour la cuisine et le cuisinier, c'était pas du tout ce que j'avais chez mon père. C'est des petites pointes de joie quand même, malgré la forte émotion. Raoul Wexten, justement, vous avez connu cette période boumedienne, il faut le dire. Permettez-moi de saluer Paul Balta, qui est un grand ami que j'ai connu en Algérie en 1975, quand il était un grand reporter du Monde, un grand correspondant. Bon, on s'est connus dans des circonstances particulières, puisqu'il revenait de Tindouf et moi j'y allais, et donc on a comparé nos observations. Voilà, et je le salue très amicalement et très fraternellement aujourd'hui. En ce qui concerne la personnalité de Boumedienne, moi j'étais en Algérie déjà depuis 1963, lorsque les événements de 65 ont amené le renversement, ou le départ, enfin c'était un peu brutal quand même, de Ben Bella. Mais ça a fait susciter beaucoup d'émotions dans la communauté de coopérants à laquelle j'appartenais. Mais moi personnellement, je n'ai pas été surpris de ce changement politique, parce que visiblement, Ouari Boumedienne était le plus capable de mesurer le travail à faire dans l'Algérie indépendante. Mais se posait quand même la question de la légitimité du pouvoir, puisqu'il est arrivé par ce coup de force, justement. Je voudrais répondre, parce que ce que l'on ne sait pas, c'est que Boumedienne, lorsqu'il pensait à l'avenir de l'Algérie indépendante, avait déjà tout un programme en tête, non pas pour lui, parce qu'il ne pensait pas du tout prendre le pouvoir, mais il avait un programme, parce qu'il disait que en 62, l'Algérie n'était qu'une indépendance formelle, n'avait qu'une indépendance formelle, et que ce n'était pas seulement d'avoir un hymne national et un drapeau qui signifiait véritablement l'indépendance d'un pays, qu'il fallait que ce pays se développe sur le plan économique. Donc, il avait, en février 62 déjà, adressé ses instructions à l'armée avec tout son programme, c'est-à-dire que la nécessité de nationaliser les hydrocarbures, parce que cela rapporterait plus d'argent, de ressources en Algérie, et je signais... Bon, et ensuite la nationalisation des banques, parce que cela permettrait de réaliser des projets économiques grandioses pour lesquels des banques étrangères pouvaient avoir quelques réticences, parce que ne trouvant pas tellement bien leurs propres intérêts, qui n'étaient pas toujours les intérêts des Algériens. En tout cas, tout un programme, la période boumedienne, c'est aussi la révolution agraire, c'est aussi la révolution industrielle. Le rôle de l'armée aussi, qui devait être une armée, étant donné qu'elle était issue du peuple, avec des fils du peuple, qui devait donc contribuer à construire des villages, des écoles, des lycées, des routes. Il y a eu la transsaharienne, ce qui s'est produit. Donc, quand on rappelle pour nos auditeurs qui ne le savent pas peut-être que c'était un militaire et qu'il était sous Ben Bella ministre de la Défense. Hein, mais avant, il était
chef de l'état-major général de l'ALN désigné par le CNRA, c'est-à-dire l'Assemblée souveraine du FLN. Bon, et donc après, il est devenu vice-président sous Ben Bella, vice-président et ministre de la Défense. C'est d'ailleurs lui qui a transformé cette armée de maquisards en une armée moderne. Et Ben Bella était tenu, c'était le pacte qui avait été tenu, c'est de réaliser ce programme. Or, qu'est-ce que fait Ben Bella quand il arrive au pouvoir? Il nationalise les salons de coiffure, il nationalise les hammams, les épiceries, toutes des petites choses qui ennuyaient les gens qui n'en avaient rien à faire, le chômage augmentait dans des proportions considérables, il y avait l'instabilité parce qu'il y avait les maquis du FFS en Kabylie, les maquis de Charbani au Sahara, à 50 km d'Alger, le citoyen ne pouvait pas circuler librement. En plus de ça, il n'y avait pratiquement pas d'investissement et c'était la gabegie, disons-le. Donc c'est pour ça que le pouvoir à l'époque, en 65, a parlé de redressement de sursaut révolutionnaire. Justement, vous avez connu cette période, Raoul Wegstein. Justement, est-ce qu'on peut dire que Houari Boumedienne était un homme politique qui avait une réelle vision sur le moyen et long terme sur le pays? Alors, vous savez que je suis historien. Oui. Bon. En 1962, peu d'Algériens connaissaient l'Algérie, curieusement. Il y avait beaucoup de gens qui sortaient de prison, il y avait ceux d'Aulnoy, il y avait le CNRA, il y avait le GPRA, il y avait les chefs de wilaya. Et par conséquent, on avait un peu l'impression, avec Ben Bella, qu'on revenait à des marchandages et des discussions sans fin qui avaient été celles qui avaient précédé le 1er novembre 54. Oui. Tout l'été 54. Je viens de voir un film consacré à Ben Boulaïd qui tente d'expliquer le cheminement jusqu'à le déclenchement de la 1er novembre 54, oui, de libération, oui. Très très bien, très éclairant, justement. Et donc, on ne pouvait pas, après 7 ans de guerre, reprendre des discussions sans fin avec des courants qui se disaient nationalistes. Il y avait une multitude de leaders. Houari Boumedienne était un homme pragmatique. Oui. Et par conséquent, il fallait trancher dans le retour de ces discussions, comment dirais-je, sans but, sans lendemain. Il fallait trancher, ça veut dire quoi concrètement? Ce putsch était incontournable, il fallait un coup d'État, c'est ça? Il fallait un coup d'État. Vous le dites brutalement. Excusez-moi, ce qu'on oublie, c'est que Ben Bella s'était attribué les postes de ministre de l'Information, des Finances, était secrétaire général du parti, au congrès de 1964, il voulait épurer l'armée, comme avait dit Boumedienne. Qui va épurer qui? Donc, tout simplement, les officiers de l'armée française qu'il trouvait toujours très douteux, même parfois la polémique a l'air de continuer encore de nos jours avec le livre de Taha Sbiri, qui met en doute l'honnêteté du colonel Chabot, qui était secrétaire général de la Défense, du colonel Latrache, qui après a succédé à Chabot, et tout ça. Alors, c'est véritablement honteux, parce que ce sont des gens qui ont quitté l'armée française en 58, qui ont sacrifié des promotions pour venir travailler aux côtés des Algériens. Alors, on va voir le regard du journaliste. Paul Balta, dites-nous justement avec votre regard de journaliste, que reste-t-il aujourd'hui de cette période boumedienne aujourd'hui en Algérie? Ceci d'une part. D'autre part, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui encore en Algérie avec cette problématique d'usurpation du pouvoir? Alors, attendez, je voudrais déjà dire une chose, c'est que une des grandes préoccupations de Boumedienne, c'était l'unité de faire foncièrement l'unité de l'Algérie. Oui. Et au cours d'un de nos entretiens, il m'avait dit justement à propos de Ben Bella qu'en fait il avait commencé par l'Assemblée nationale et que ça revenait en quelque sorte à mettre la pyramide à l'envers. Et lui, si vous voulez, a commencé par créer des assemblées populaires communales, puis les assemblées de wilaya. Et je lui avais demandé pourquoi il n'avait pas encore créé l'Assemblée nationale. Oui. Et il m'avait répondu, nous ne sommes pas mûrs.
Alors j'avais dit qui nous? Il m'avait dit le peuple algérien. Je lui avais répondu, mais quand même, le peuple algérien a fait la guerre d'Algérie et quand même, il s'est beaucoup sacrifié, il a apporté une preuve de maturité. Et alors, il avait un peu froncé les sourcils, puis il avait réfléchi, il m'avait dit oui. Je lui ai dit, bon, vous avez créé maintenant, il y a près de 10 ans, les assemblées populaires communales et celle de Wilaya. À quand donc l'Assemblée nationale? Et là-dessus, il me dit oui, mais ce que je craignais, c'est qu'en fait, tout au long de notre histoire, il y a eu des divisions. Et l'Assemblée nationale sera une vitrine intérieure et extérieure. Alors, juste par rapport à cette phrase, nous ne sommes pas mûrs, à l'époque, justement, c'est-à-dire que Ouali Boumedienne voulait dire que le peuple algérien n'était pas suffisamment mûr pour mériter la démocratie, et que la démocratie, c'était un luxe. En tout cas, oui, l'Assemblée nationale, lui... Non, il avait peur que l'Assemblée nationale ne soit une vitrine des divisions intérieures. Et puis, bon, après réflexion, après quelque temps, il m'a dit, Balta, au fond, vous avez raison d'avoir attiré mon attention là-dessus. Et il a entamé toute une série de réformes, justement. Et il a, pour créer l'Assemblée populaire nationale. Mais avec votre esprit critique de journaliste, Paul Balta, dites-nous, justement, vous trouvez ça normal qu'un président vous dise non, le peuple n'est pas suffisamment mûr? C'est pas des propos de dictateur, ça, à vos yeux? C'était pas des propos de dictateur? Ah, écoutez, oui, mais enfin, je vous ai expliqué dans quel esprit il me disait qu'il n'était pas mûr. Enfin, il avait peur, justement, qu'apparaissent les divisions entre les différentes provinces, les différentes régions, le centre, l'est et l'ouest, et justement, lui, ce qu'il a voulu, et qu'il a d'ailleurs réalisé, c'est vraiment l'unité de l'Algérie. Alors, l'unité de l'Algérie, bon, Anissa Boumedienne voudrait rebondir tout de suite. Non, je voudrais tout simplement qu'on rappelle qu'en 62, le peuple algérien est analphabète à 91%. C'est vrai, oui. Analphabète à 91%. Alors lui, le peuple, qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'abord du travail, il demande d'abord des habitations décentes. Pour Boumedienne, il fallait d'abord la préoccupation la plus, enfin celle qui dominait le plus, la préoccupation majeure, c'était de fournir du travail à ce peuple, c'était de lui permettre de changer ses conditions de vie, des gourbilles, de vivre dans des logements décents, et voilà, c'est-à-dire que, et à ce moment-là, d'ailleurs, la prochaine étape qu'il aurait, s'il avait vécu, c'était de faire, à ce moment-là, un congrès du parti où on aurait posé c'était comme une maison qu'on devait édifier, vous comprenez? À ce moment-là, il fallait des fondements solides. Voilà, il fallait des fondements solides, il fallait pas surtout se diviser. Boumedienne était contre le clanisme, contre le régionalisme. Il voulait un équilibre régional, et c'était ça, l'Algérie était une maison à bâtir, et une fois que les fondements de son développement étaient prêts, à ce moment-là, on pouvait passer à autre chose. Raoul Vexin, je voudrais ajouter quelque chose. Pour Boumedienne, il disait toujours, la démocratie, pour moi, avant tout, c'est que chaque personne ait le droit de vivre, le droit à la santé, le droit à l'école, et le droit à vivre décemment. C'est ça, là, d'abord, la démocratie. Tout le programme de Boumedienne, révolution agraire et industrielle, dans la deuxième partie. Restez branchés avec nous. Merci, à tout de suite. Et dans son transition ce soir, on remonte aux années boumediennes avec Anissa Boumedienne, l'épouse du défunt président, et avec nous sur le plateau, le secrétaire général de l'association France-Algérie, Raoul Vexin, et au bout du fil, un éminent journaliste, ancien correspondant du quotidien Le Monde, Paul Balta. Alors, est-ce que 50 ans après, c'est le moment de dépoussiérer tout ça, justement de dire les vérités que les Algériens ne connaissent pas? Alors, des deux côtés, aussi bien côté français qu'algérien, on a décidé que pour le 19 mars 2012, il n'y aura pas de célébration officielle. Comment on peut justement interpréter ces positions des deux côtés, algériennes et françaises? Anissa Boumedienne, par rapport à ça?
Bon, bien, tout simplement parce que, en ce qui concerne, bon, le 19 mars, c'était une bonne date en ce sens qu'elle apportait, c'était la cessation des combats. Enfin, du côté algérien, du côté français, du côté officiel, parce qu'il y a eu quand même les massacres perpétrés par l'OAS dont ont été victimes aussi bien des Français que des Algériens. Bon, pour le reste, eh bien, c'est-à-dire que du côté algérien, on a estimé que les Français avaient très bien défendu leurs propres intérêts, et ce qui était parfaitement normal de leur côté, et que ce qu'il était moins du côté des négociateurs algériens, parce que le résultat palpable en 1962, c'est que l'Algérie va se retrouver fortement endettée vis-à-vis de la France, parce que la France, les négociateurs français avaient demandé le remboursement de toutes les dettes qui avaient été de toutes les dépenses publiques qui avaient été occasionnées en Algérie pendant la colonisation. Aussi que l'Algérie ne pouvait pas disposer de son argent en dollars, pas parce que les opérations pétrolières, comme on le sait, la monnaie des opérations pétrolières, c'est le dollar ou la livre sterling, donc elle ne pouvait pas bénéficier de cela. Et les négociateurs algériens du GPRA, en échange, n'avaient rien demandé comme compensation. Les villages brûlés, les forêts, le cheptel décimé, la torture, l'explosion de la bombe atomique à Reagan, tout ça, ils avaient jugé que non. Et donc l'Algérie, le problème concret auquel va affronter le régime de Boumedienne, parce que Ben Bella n'a jamais... C'est pour ça que justement qu'on peut expliquer l'absence du vote de Boumedienne, justement. Voilà. Le ministre de l'Intérieur, dans une conférence de presse hier, déclarait que Wali Boumedienne était contre les accords d'Évian, et il avait voté contre, parmi les 4 hommes forts de l'époque. Ces accords, c'est la majorité, c'est-à-dire que l'accord des Rousses, qui était la partie la plus importante des accords d'Évian, qui concernait aussi bien les bases militaires que la monnaie, que l'argent, et aussi que le pétrole, les hydrocarbures, puisque l'Algérie ne possédait pas son gaz. À ce moment-là, il était propriété de la France. La question des essais nucléaires également. La question, les bases militaires. Oui. Donc, tout ça avait été fortement critiqué par tous les membres du CNRA. Oui. Et puis, bon, après, ils ont fini par voter pour les accords d'Évian, et Boumedienne, c'est-à-dire les membres de l'état-major, aussi bien Boumedienne que Qaïd Ahmed, que Ali Menjli, qui était membre de l'état-major, et le commandant Saïd, ont voté contre ces accords, en accord avec leur critique. Alors, voilà. Côté français... Mais ils n'étaient pas contre la paix, entendons-nous bien. C'est clair, c'est bien dit. C'est-à-dire qu'il pensait que, étant donné que le général de Gaulle avait dû affronter le putsch des militaires et qu'il avait dû mettre quand même 200 hauts officiers aux arrêts, plus 200 hauts fonctionnaires qui exerçaient en Algérie, que de Gaulle se trouvait dans une situation critique, et d'autant plus que la guerre d'Algérie coûte extrêmement cher à la France, et que de Gaulle voulait faire une armée indépendante, un pouvoir militaire indépendant des États-Unis, etc. et tout. Bon, donc, il trouvait qu'on n'aurait pu plus demandé parce que De Gaulle était pressé de terminer. Alors, il y avait de nombreux points de divergence, justement. C'est une réaction aux déclarations faites par Ould Rablia, donc dans sa conférence de presse donnée hier à Tizi Ouzou sur les accords d'Évian. Une façon de dire, attention, ne pas semer la confusion dans la tête des Algériens, Nissa Boumedienne, par rapport justement... Je ne sème pas la confusion, je suis Non, enfin, je parle de la déclaration faite par le ministre de l'Intérieur, Ould Rablia. C'est une façon de répondre aussi? Je suis parfaitement sûr de mes propos, et on n'a qu'à lire que les procès-verbaux des archives pour savoir que je ne raconte absolument pas d'histoire. Grande question, les archives, accès aux archives, on va revenir à ça. Côté français, Gérard Longuet, le ministre de la Défense, déclarait également qu'il n'y aura pas de commémoration officielle du 19 mars parce qu'il y a trop de souffrance. Ça veut dire quoi? Que 50 ans après, on n'est pas prêt, effectivement, à oublier ces blessures, pas oublier, mais enfin, refermer ce chapitre et passer à autre chose. Vous êtes France-Algérie et vous êtes censé incarner ce pont entre les deux pays, Algérie et la France. Raoul Wexten. Nous incarnons ce pont, mais il est largement tourné vers l'avenir, pas vers le passé. Par conséquent,
on a une approche assez plutôt constructive, un peu différente de revenir à ce qui s'est passé en 62, ce qui s'est passé en 65, ce qui s'est passé... Bon, je rappelle par exemple que toutes ces questions qui fâchent entre l'Algérie et la France sont revenues un peu évidemment au premier plan avec le 50e anniversaire, mais quand même, et Paul Balta ne va pas me contredire, il y a eu une importante question en 1975-76, 76 très exactement, c'est de savoir si François Mitterrand devait aller ou non en Algérie. Et j'ai été consulté à cette époque on m'a demandé mon avis en tant que chercheur et spécialiste de l'Afrique du Nord, et j'ai répondu François Mitterrand peut très bien en Algérie, il sera très bien accueilli par Boumedienne. Ouais. Et effectivement, Mitterrand est allé, oui. Et il a été extrêmement bien reçu, très chaleureusement, et voilà, les choses avaient trouvé, ils étaient des interlocuteurs de qualité les uns comme les autres, et ils étaient pragmatiques les uns comme les autres. Et ils savaient très bien qu'il fallait construire, qu'il fallait dépasser, qu'il fallait non pas oublier, mais s'accommoder, parce qu'ils avaient énormément de choses à faire ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, Raoul Wekstein, ce pragmatisme est totalement absent chez les politiques français actuellement ? Absent, non, mais il y a beaucoup de réticence de part et d'autre pour s'engager dans une voie constructive et avec des perspectives d'avenir. Vous êtes tenté lors de ce colloque que vous avez organisé à l'Assemblée nationale en 2011, justement. Ce que je voudrais préciser, c'est que ces réticences sont souvent le fait des États, des gouvernements, pour différentes raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Mais dans le peuple, visiblement, beaucoup de choses sont dépassées, beaucoup de souhaits, de volontés, de perspectives, d'acceptation d'une communauté Mais la revendication de la reconnaissance, elle émane aussi du peuple, Raoul Wekstein. C'est pas uniquement une revendication officielle. La reconnaissance des massacres, la reconnaissance de ce lourd passif, ce lourd passé colonial de la France. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Mais moi, ma question, c'est pourquoi ces exigences 50 ans après ? Oui. J'ai vécu en Algérie à partir de 1963. Pourquoi ces exigences, ça veut dire quoi, concrètement ? Pourquoi ces exigences de repentance ? Pourquoi ce rappel ? Ce rappel est nécessaire, évidemment, absolument nécessaire, mais il ne suffit pas. Il ne suffit pas dans la relation entre deux grands États. Alors, et si Ouari Boumedienne était encore vivant aujourd'hui ? Moi, je dirais tout simplement, écoutez, moi, je ne peux pas faire des supputations sur ce qu'aurait fait mon mari, n'est-ce pas ? Par rapport à la question de la reconnaissance ou de la repentance. Je rappellerai tout simplement qu'en 75 ou 76, tout d'un coup j'ai un trou de mémoire, lorsque le président Giscard d'Estaing est venu faire sa première visite de président de la République en Algérie, le président Boumedienne l'a accueilli avec ses propos « Nous n'effaçons pas l'histoire, nous n'oublions pas l'histoire, mais la page est tournée et regardons vers l'avenir ». Et je vous peux certifier que le président Boumedienne, à l'époque, était très bien disposé à l'égard de la France, et que malheureusement, de ce côté-là, il n'a pas trouvé le répondant qu'il souhaitait. Alors, une question à Paul Balta qui est au bout du fil avec nous. Merci d'avoir patienté. Paul Balta, justement, avec votre regard de journaliste, comment on peut expliquer, et par quoi on peut expliquer la persistance de ces sujets qui fâchent ? Est-ce par le poids de l'histoire seulement, ou il y a d'autres facteurs ? Non, je crois qu'il y a d'autres facteurs. Alors, je voudrais faire un petit rappel. C'est que De Gaulle appréciait Boumedienne, et Boumedienne appréciait De Gaulle. Et si vous voulez, je vous donne 2 ou 3 exemples. Oui. D'une part, il y avait un registre à l'Élysée, et un des conseillers, il y avait les noms d'un certain nombre de militaires. Et devant Ouari Boumedienne, il avait écrit « Obscure Colodette qui ne semble pas vouer un grand avenir ». De Gaulle avait barré lui-même et rajouté, je pense exactement le contraire. Et il me l'avait raconté. Et
et il avait invité Boumedienne à venir à Paris. Oui. Mais pour une rencontre de travail. Et Boumedienne, lui, souhaitait avoir une visite officielle avec donc les Champs-Élysées. Et en fait, simplement, à l'époque, les cicatrices n'étaient pas refermées. Et donc, la visite avait été reportée. Mais déjà, donc, à l'époque, une visite était pratiquement au programme. Quoi. Oui, voilà. Oui. Ensuite, Pompidou avait renouvelé l'invitation. Oui. Et elle avait été bloquée quand il y a eu la nationalisation du pétrole en 1973. Il s'est toujours passé quelque chose entre la France et l'Algérie. Rappelez-vous, en 2003, l'année de l'Algérie, traité d'amitié, repentance possible. Et puis après, sous Jacques Chirac, ça aurait pu finalement se concrétiser, Raoul Vexel. Oui, mais laissez-moi terminer. Oui, bien sûr, Paul Balta, allez-y, je vous en prie. En fait, donc, le protocole français voulait que Giscard d'Estaing renouvelle l'invitation. Oui. Mais Giscard d'Estaing n'avait pas envie de recevoir Boumedienne à Paris. Et c'est pour ça qu'il a proposé d'y aller. Boumedienne connaissait le protocole, Bouteflika aussi, ils avaient hésité, puis Boumedienne avait fait un geste en disant, après tout, puisqu'il propose, pourquoi ne pas le recevoir? Alors il l'a reçu, mais finalement, et c'est vrai, comme vous l'avez dit, il avait bien dit qu'il fallait tourner la page, ce qui ne signifiait pas qu'on la déchire. Absolument. Mais il voulait la tourner. Et ça, quand même, c'était très positif. Et ça, Boumedienne, vous voulez rebondir par rapport à ces détails combien précieux je voulais donnés par Paul Balta. Je voulais simplement dire, et M. Balta est très, très honnête dans ses commentaires, je voulais dire tout simplement que, en ce qui concernait la nationalisation des hydrocarbures qui s'est effectuée le 24 février 1971, les intérêts américains dans les hydrocarbures avaient été aussi nationalisés l'année précédente. Et je dirais que l'Algérie a été le premier, ce qu'il reste des années boumediennes, si on peut dire, l'Algérie a été le premier pays du continent arabo-africain à réussir la nationalisation de ces hydrocarbures là où le régime de Mossadegh avait échoué, et que maintenant, si les pays du Moyen-Orient ont infiniment de revenus pétroliers, eh bien c'est déjà grâce à cette Algérie qui a ouvert le chemin. Ensuite, l'Algérie aussi a été le premier pays du continent arabo-africain à faire une industrie pétrochimique en 1967. Et nous avons été suivis par l'Arabie saoudite par la suite. Oui. Et puis l'Algérie a été aussi le premier pays au monde à faire du gaz liquéfié. Projet d'ailleurs qui avait été initié un petit peu par la France en 1960 avec la Conche internationale. Mais par la suite, dans les années 70, l'Algérie possédait déjà 3 procédés de liquéfaction de gaz à son actif, et je signale que la revue Pétrole et gaz arabe du 1er mars 78 disait que en 1978, février 1978, le président Boumedienne venait d'inaugurer le plus grand complexe de gaz liquéfié au monde avec 10 milliards et demi de mètres cubes annuels. Ça a été aussi en 69 le premier pays arabe à fabriquer des pipelines pour les industries pétrolières. Alors ça c'est pour répondre justement à la question, que reste-t-il des années boumediennes? Et je voudrais signaler aussi, excusez-moi, que Boumedienne a obtenu la médaille de la paix de la part des Nations Unies en 1976, parce que toujours il voulait éviter les divisions du monde arabe, et aussi en ce qui concerne l'enseignement, l'UNESCO a délivré des médailles en or à l'Algérie de Boumedienne, parce que c'était un des rares pays à l'époque à consacrer plus de 30% de son budget de fonctionnement à l'enseignement. On pourrait y consacrer 2 heures, voire 3 heures, donc à la période boumedienne. Juste pour libérer Paul Balta, qui a bien voulu donc patienter et répondre à nos questions. Paul Balta, merci d'avoir répondu à nos questions. Je signale que vous êtes en train de rédiger vos mémoires. Est-ce que je peux Oui, juste un dernier mot, allez-y, oui. Alors, en fait, en juillet 78, Le Monde a mis fin à mon
poste parce qu'il voulait m'envoyer en Iran couvrir la révolution iranienne. Oui. Alors j'étais allé le dire à Boumedienne et lui faire mes adieux. Et il avait été très triste. Il m'avait dit, ah Balta, ah c'est très gênant, c'est dommage, parce qu'en fait, j'ai l'intention de convoquer un grand congrès du FLN fin 78 ou début 79, et il faudra qu'on fasse une analyse de nos succès, mais qu'on examine aussi les causes de nos échecs. Ah, il devait faire le bilan en fait de toute cette période, oui. Et peut-être qu'on le disait d'ailleurs, peut-être qu'il allait peut-être annoncer la naissance d'une démocratie, peut-être. C'est vrai. Oui. Voilà. Alors je lui avais posé la question, je lui avais dit, mais alors Monsieur le Président, est-ce que vous allez ouvrir une porte au multipartisme, faire plus de place au secteur privé, libéraliser la presse et permettre la création d'associations dans le cadre de la société civile. Alors, ça nous aurait peut-être évité de perdre autant de temps, Paul Balta, avoir 40 ans, 50 ans de pensée unique et de gestion par l'armée qui est encore aujourd'hui au pouvoir en Algérie. Oui, mais donc il m'avait dit, Balta, donc oui, je lui posais ces questions, il m'a dit, écoutez, vous êtes le premier à qui j'en parle et je ne peux pas en dire plus. Mais il avait, son sourire laissait penser que ça allait dans le bon sens. Et par la suite, Taleb Ibrahimi et Bouteflika m'a dit qu'il leur avait raconté ça et qu'il avait confirmé que ça irait dans ce sens. Merci, c'est trop passionnant ce que vous êtes en train de nous dire, Paul Balta. Mes rencontres avec Boumedienne dans vos mémoires. Merci d'avoir répondu à nos questions. On enchaîne du côté du standard. Cette fois-ci, Myriam, notre fidèle auditrice. Myriam, bonsoir. Bonsoir Nadia. Bonsoir à vos invités. Malgré ma voix qui n'est pas audible, mais j'ai insisté pour que je puisse participer à cette émission. J'ai avec beaucoup d'émotion. Le bonjour à vos invités, Madame Boumedienne Anissa et les autres. Moi, je voulais seulement, quand j'ai écouté que le président Mahmoud Boumedienne a eu la médaille de l'UNESCO pour l'enseignement, moi, je peux dire, je suis une élève parmi les élèves ingénieurs de l'ITA, l'Institut de technologie agricole dans la réforme agraire. Il y avait l'INA aussi, et j'étais dans la promotion où il était vivant à l'époque, 78. Il nous a promis, en 77, il a promis de passer, nous donner les diplômes, mais malheureusement il est décédé. Il était décédé, donc je le remercie jusqu'à présent parce que moi j'ai poursuivi mes études à l'ITA, qui était un petit peu le challenge qu'il avait fait à l'époque des ingénieurs de conception et d'application, et je fais partie des ingénieurs d'application de l'agronomie de l'ITA. Ah, génération boumedienne. Voilà. Pour répondre à la question, que reste-t-il de cette période boumedienne? Oui. Un très très bon souvenir. On était des étudiants gâtés. On avait un salaire. On était élèves ingénieurs. On avait les appartements. C'était des 4 pièces. On était les chouchous. Et on le remerciera jamais assez. Merci Myriam pour ce témoignage. La transition est toute faite. Raoul Wegstein, vous avez beaucoup écrit à l'époque, puisque vous étiez aussi le correspondant du monde diplomatique sur la révolution agraire. Et je le disais tout à l'heure, Boumedienne, c'est la révolution industrielle, c'est la révolution agraire. Mais reste que le bilan de Boumedienne par rapport à ces deux révolutions reste très très mitigé. Raoul Wegstein. Le bilan, vous pouvez dire, si vous le souhaitez, que le bilan est mitigé, mais il faut prendre quand même quelques précautions. Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Les gens ignorent en 62 dans quel état est l'Algérie. Ouais. Et je prendrai une seule référence de la manière dont les gens ont dû gouverner pendant un certain temps sans avoir une image correcte du pays après 7 ans de guerre, où tout avait été bouleversé, où les gens ne savaient plus où ils étaient, ce qu'ils faisaient, qui ils étaient. Il y avait un tremblement de terre qui s'était produit. Ouais. Et pour un seul exemple, rappelez-vous que le premier recensement en Algérie après l'indépendance s'est déroulé en 1966. C'est-à-dire 4 ans après la déclaration d'indépendance. Jusque-là, on ne savait pas où étaient les gens, ce qu'ils faisaient, où ils habitaient.
habitaient, s'ils travaillaient. On n'avait aucune donnée sociologique sur l'Algérie. Ouais. On ne savait pas qui étaient les paysans, on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Alors la révolution agraire est arrivée ensuite avec une connaissance de la réalité de l'agriculture à l'époque, qui était encore une fois assez, comment dirais-je, on commençait seulement à comprendre qu'est-ce qu'il fallait pour aux paysans, quels paysans, dans quel cadre, l'agriculture traditionnelle, l'agriculture moderne, comment on allait les loger, qu'est-ce qu'ils devaient faire, est-ce qu'il y avait des cultures d'exportation possibles. Alors justement, les esprits critiques de l'époque déjà, on rappellera que la révolution agraire, justement, est fondée sur le système des coopératives. Laissez-moi finir, moi aussi, parce que j'ai eu, grâce au monde diplomatique, la possibilité d'accompagner les étudiants dans la campagne pour la révolution agraire à Oran. J'ai accompagné aussi les journalistes de la République d'Oran de l'époque, qui était dirigée par Bachir Rezoug, et c'était extraordinaire de voir ces étudiants et ces étudiants qui étaient dans le service national, service national que Boumedienne avait créé, parce que il avait parmi ses orientations de mettre l'armée au service du peuple. Et je peux vous assurer que j'en ai des souvenirs émus d'avoir accompagné au fin fond des villages, et à l'époque qu'un Français accompagne les étudiants algériens et le service national au fin fond des villages algériens, ça ne posait aucun problème, et j'ai fait un article dans le monde diplomatique sur l'extraordinaire réussite, en tout cas l'extraordinaire exemple que fournissait la révolution agraire en Algérie. Mais qu'elle était également dictée d'en haut et qui avait entraîné la non-implication de la paysannerie de l'époque. Je donnerai la parole à Anissa Boumedienne par rapport justement à ces modèles qui étaient en quelque sorte imposés par l'homme qui était Boumedienne. C'était valable également pour l'industrie industrialisante, une inspiration de Bernice qui avait été greffée à un tissu qui n'était pas tout à fait prédisposé à absorber de tels modèles à l'époque. Mais je vous réponds que tout le monde hésitait sur les modèles à choisir. Oui. On n'avait pas les éléments pour choisir les modèles. Et on a essayé. Et Boumedienne, qui était pragmatique, était tout à fait capable de revenir en arrière ou de pousser telle ou telle solution. Mais il y avait un flou sur que fallait-il faire avec les données dont on disposait. Alors, bilan des années, Boumedienne, Anissa Boumedienne. Alors moi, je voudrais quand même, parce que il y a beaucoup comme ça d'analyses très superficielles, et voilà, Boumedienne a toujours voulu résoudre des problèmes concrets, les problèmes qui se posaient à l'Algérie. Bon, d'abord, cette fameuse révolution agraire. D'abord, pourquoi la révolution agraire? Parce qu'on oublie tout simplement que lorsque les maquisards ont pris les armes, et il y a dans le numéro 2 d'El Moudjahid, comme quoi il faut donner la terre aux paysans, à ces paysans qui combattent, premièrement. Deuxièmement, la révolution agraire proprement dite n'a occupé que 14% de la surface agricole, tandis que le secteur autogéré en occupait 27%, et le secteur privé 58%, 9. Le problème concret qui se posait, c'est que avec l'industrie, les ouvriers se dirigeaient vers les industries parce qu'ils gagnaient beaucoup plus d'argent. Et donc, les campagnes risquaient d'être abandonnées. Donc, il fallait fixer le paysan au sol en lui donnant une maison, de la terre à cultiver, faire des villages de la révolution agraire avec tous les conforts, c'est-à-dire l'école, le dispensaire, la mosquée. Voilà. Et les usines, il faut le rappeler, étaient implantées sur plus de 150 000 hectares de bonnes terres agricoles. Ouali Boumedienne, c'était également l'étatisation de l'islam. Le mot de la fin avec vous, Anissa Boumedienne. 30 secondes pour conclure. Merci. Eh bien, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont succédé à Ouari Boumedienne, en ayant eu 3 fois beaucoup plus d'argent que lui, finalement ont démoli ce pays. Ce n'est pas la main de l'étranger. Ils ont détruit les industries parce que l'Algérie avait des hydrocarbures et qu'il était normal qu'elle fasse des industries, à la différence des autres pays du Maghreb, puisqu'elle avait cette chance-là. Et ils ont en réalité ruiné ce pays. Maintien et signe. Merci Anissa Boumedienne, merci à vous Raoul Vekten. Nous poursuivons notre série d'émissions après les années Boumedienne. Demain, la décennie noire. J'aurai le plaisir de vous suivre, donc d'écouter l'émission consacrée à l'Algérie dès demain à 17h, 18h, l'édition 18h.